Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Votre voix en lumière, quand l'intuition devient direction. Je suis ravie d'accueillir Rachel Youngbluth, surnommée RJ. Bonjour Rachel. Bonjour Delphine. Alors pour toi Rachel, j'ai pas mis de titre parce que tu as énormément de casquettes. Et du coup, je me suis dit, le plus simple, c'est que tu te présentes toi-même. C'est pas un exercice forcément facile, mais c'est un exercice. Comment tu te décrirais ? Alors, je suis, on va dire, accompagnante du deuil et de la fin de vie. Mais comme tu le dis, j'ai d'autres activités. Je fais de la formation. Je suis autrice depuis peu. Et puis, voilà, en gros. Donc, je sais que tu as exercé le métier d'infirmière. Et comme beaucoup d'infirmières, tu as eu envie de sortir de ce système. Ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu en fait un élément précis, on va dire. J'ai pas fait de burn-out, je ne pense pas. Je pense que c'est un cheminement en fait qui s'est fait sur plusieurs années même. Je pense qu'à force il fallait rentrer des chiffres, cocher des cases, plein de choses comme ça. Je trouvais que je passais vraiment à côté de l'essentiel qui était quand même l'être humain. Ouais. Si, il y a eu peut-être un truc, mais c'est pas ça qui a été vraiment un déclic, mais je m'en souviens beaucoup. C'est en fait, j'étais en poste en infirmière dans un EHPAD. Ouais. Je faisais donc mon tour de médicaments tous les matins, entre 8h et midi, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un des messieurs qui était là. Je connaissais par cœur son traitement. Je savais par cœur ce qu'il avait. Voilà. Mais ce monsieur-là, je ne savais pas le situer. Comment ça ? De visuel. Ah, d'accord. Je ne savais pas qui était monsieur X, on va dire. Tu avais une fiche dans ta tête. Alors que je connaissais par cœur le traitement qu'il avait, les pathologies qu'il avait, voilà. Mais monsieur X, D'accord, ok. Voilà. Ouais. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Oui. Voilà. Ouais. Et j'imagine que c'est pas pour ça que tu avais choisi ce métier à la base. Non. Et ça, je te dis, ça c'était en 2025, c'était en 2015. Ça faisait déjà quelques temps que voilà, je me sentais plus vraiment forcément à ma place. Et puis voilà, donc il y a eu plein de petites choses comme ça en fait. Et à quel moment justement t'es sortie en fait, c'est grâce à mon mari, parce que donc c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps, de laisser tomber justement ce poste-là. Quand j'ai vraiment stoppé un petit peu tout ça, j'étais IDEC dans un EHPAD. J'avais un poste très bien payé, plutôt bien. Sauf que lâcher ça veut dire aller en indépendante, donc pas forcément de revenus stables. Des charges qu'il fallait bien aussi que donc c'est vrai que tout ça ça fait peser un petit peu le pour et le contre. Et en fait grâce à mon mari qui m'a beaucoup soutenue, j'ai finalement pas passé le cap j'ai démissionné. Je me suis lancée en indépendante pleinement, chose que je faisais déjà de façon très aléatoire, on va dire. Mais là je me suis vraiment lancée. D'accord. Et quand tu es partie parce que tu disais que tu faisais de la formation. Donc, tu fais de la formation. Je faisais déjà de la formation. Quand je suis partie, je faisais déjà de la formation, mais de façon très ponctuelle, on va dire, parce que j'avais mon poste aussi à côté, un poste à temps plein, donc forcément, je pouvais pas... Quand je suis partie, en fait, j'ai cherché du coup pour faire plus de formations. D'accord. Voilà. Et des formations Principalement, je l'ai fait en gérontologie, parce que ça reste quand même mon cœur, un petit peu de métier, que je connais bien, et voilà. Donc c'est principalement, c'est que même en gérontologie, dans les EHPAD beaucoup. D'accord. Donc à destination des personnels qui travaillent dans les EHPAD. Ouais. Et donc tu disais aussi, donc tout ça tu le faisais déjà en parallèle de ton métier d'infirmière. Tu avais d'autres activités que tu faisais déjà aussi en parallèle ou pas trop ? À l'époque, non. Non, parce que faire les deux, c'était pas forcément facile. Donc non. Après, si, je faisais des choses, mais c'était plus à titre personnel, on va dire. Je faisais déjà un petit peu, tout ce qui est bien-être, tout ça. Mais c'était plus de façon ponctuelle, quoi. D'accord. Et du coup, dans le domaine du bien-être, tu as commencé à te former. Je sais que tu as plusieurs outils dans ta boîte. Je suis formée à pas mal de choses, oui. Je suis formée à la méditation, à la relaxation, je sais même plus, à l'art-thérapie.
Je me suis formée, en fait, pareil, sur plusieurs années. Hein. En fait, là, je me suis beaucoup formée. Enfin, la totalité quasiment des formations que j'ai fait, c'est sur les 10-15 dernières années. Parce qu'avant, bon, bah, j'étais sur mon poste en infirmière, si tu veux. Voilà, Donc, je sais que comme tu as plusieurs casquettes et que tu aimes bien faire des choses différentes, on peut dire que tu es multipotentiel. Ouais, on peut dire. Comment tu le vis ? Maintenant, mieux. Ouais. Maintenant, bien. Enfin, je l'assume. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal, ouais, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que voilà, parce que je pensais qu'il fallait choisir. Il fallait choisir parce que je pense que la société, elle est faite comme ça. Ouais. Si tu rentres pas dans une case... Donc oui, je pensais qu'il fallait que je choisisse, sauf que moi, c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc maintenant, bah, je l'assume. Et puis surtout, j'ai compris comment je fonctionne. Moi, en fait, je ne fonctionne pas de façon toute droite, linéaire, on va dire. Moi, je fonctionne par cycle. Ah, d'accord, ok. Par élan, voilà. Et surtout par des choses que je vis, moi, en fait. Voilà. Souvent, en fait, je me rends compte de ça, c'est des expériences que j'ai vécues, moi, que je transforme, en fait. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, c'est vrai que... Alors, ça peut paraître très instable pour d'autres personnes, mais moi, je pense que c'est pas de l'instabilité, c'est juste que, voilà, chaque chose, en fait, me nourrit. Et chaque chose, en fait, que je fais va nourrir ce que je vais faire après. Oui, puis du coup, tu as une curiosité aussi. Donc, oui, bah ça, je suis curieuse un peu de tout, mais que ce soit voilà, au niveau perso, tout ça, je pense que voilà, je suis assez curieuse un petit peu de tout. Mais après, je pense qu'il faut aussi, quand on est comme ça, peut-être faire la différence entre ce qu'on en fait pour son métier. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre aussi. Ouais. Je pensais qu'il fallait que je fasse tout en fait, au niveau professionnel. En fait, il y a des choses que j'adore faire, mais que je garde au niveau perso. Loisirs, voilà. Ça ne m'empêche pas de les faire quand même, mais ça n'en fait pas mon métier. Oui, c'est ça. Et ça, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. Oui, je pense qu'on peut être facilement beaucoup être dans ce cas-là, de dire ça j'aime. Ça j'aime, donc il faut que je l'utilise, j'ai envie de l'utiliser. Je ne suis pas forcée de bosser là-dedans. Voilà, je peux très bien le faire chez moi. Enfin, voilà, quoi. Je prends par exemple l'exemple de la danse somatique. Depuis l'année dernière, hein, ça fait bien, même depuis 2 ans, parce que j'ai beaucoup écouté aussi tous les gens voilà, qui me parlaient autour. Je me suis dit, je vais lancer donc, des séances de danse voilà, tirées de mon expérience de guide Bloom Dance, pour en faire vraiment un métier, faire des séances et tout ça. Et en fait, je me rends compte que non, j'ai pas besoin de ça. Par contre, j'ai besoin de faire pour toi. Voilà. Donc, par contre, je pratique moi-même au niveau loisir, voilà. Mais j'en ai pas forcément besoin je n'ai pas forcément besoin de le faire à titre professionnel. Oui. Pas besoin ou pas envie ? Je n'ai pas envie aussi, sûrement. Mais longtemps, moi, je le percevais comme un besoin, du coup. Oui. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, parce qu'en fait, comme c'est un outil que tu as, tu dis, j'ai envie de le valoriser aussi, mais c'est des fois en expérimentant. Du coup, je me disais, voilà, il faut que je le fasse comme métier. Quoi. Oui, c'est ça. Quoi. Le proposer dans ton panel d'accompagnement. Alors j'ai pas besoin, j'ai pas envie, sûrement aussi, et je n'ai pas besoin de le faire en tant que métier. Par contre, oui, je vais le faire chez moi, je vais le faire... Et justement, par rapport à ça, quel aspect de ton projet ou toi-même tu es encore en train de contester ou de négocier ? Ma légitimité, on va dire. Je pense que ça, de toute façon, c'est beaucoup le cas des entrepreneurs. Voilà. Je pense que je l'aurai toujours, même si voilà, je travaille là-dessus. Et ma timidité aussi, parce que en fait, même là, pour les projets que j'ai en cours, je sais que j'ai beaucoup de mal à aller vers les autres pour leur expliquer ce que je fais, pourquoi je pense que c'est bien, pourquoi voilà. J'ai beaucoup de mal à vendre ce que je fais. Voilà. Moi, ça, je le relie aussi beaucoup au fait que je suis infirmière de base. Je suis dans le soin. On m'a jamais appris à me vendre. On m'a jamais appris, voilà. Et ça, j'avoue que j'ai beaucoup de mal aussi là-dessus. Mais je pense que ça doit être aussi relié. La légitimité, en tout cas le sentiment de légitimité et cette timidité comme ça. Enfin, c'est aussi, pour moi, il y a beaucoup de sources de légitimité si on croit en ce qu'on fait. Voilà, donc je pense que ça vient aussi quand on porte un projet. Et j'ai envie, justement, on en parle, on tourne autour du pot depuis tout à l'heure de tes projets en ce moment. Donc, que ce soit le jeu Café Mortel, l'organisation des Cafés Mortels et le livre.
Donc, je te laisse en parler parce qu'en plus, l'épisode, il sort juste avant la Toussaint. Donc, on est en plein dans le thème. Alors, c'est vrai que on est en plein dans le thème, mais j'ai envie de dire quand même que il ne faut pas tomber dans le piège non plus. Ne pas en parler que parce qu'on est à la Toussaint. Je peux dire tout de suite, donc voilà, donc j'ai 3 actualités, on va dire, enfin 2, parce qu'il y en a 2 qui se regroupent. Déjà, donc mon jeu Café Mortel à la maison que j'ai créé. C'est un jeu de cartes qui a pour ambition de faciliter la parole autour de la mort et du deuil au sein de votre foyer, entre proches, entre amis. Ce jeu, il est tiré des Cafés Mortels en présentiel, que j'anime aussi. Donc ça, c'est une des actualités que j'ai. Puis, je te disais tout au début, je suis autrice depuis peu, puisque j'ai mon premier roman court qui est sorti le 1er octobre, qui s'appelle Un café, la mort, la vie, qui parle de café mortel aussi. Voilà, c'est la rencontre entre plusieurs personnes qui assistent à un café mortel. Voilà, je vous en dis pas plus. Et donc, oui, pour revenir un peu sur ce qu'on disait, j'ai beaucoup de personnes à qui je présente le jeu qui me disent « Ah bah oui, c'est bien, il faut que tu en parles dans les EHPAD, dans les centres de cancérologie, là où on meurt. » Ah oui. Je pense Alors que tu veux dire. Bien sûr, il faut que j'en parle. Oui, mais c'est pas que là que ça se passe, c'est pour tout le monde en fait. Mais c'est pas que. Ouais. Moi justement, j'ai l'ambition avec justement ce jeu et le livre aussi d'une certaine manière de toucher justement tout le monde. Puisque pour moi vraiment l'idée phare, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre de traverser un deuil ou d'être dans une situation fragile pour justement parler de la mort et tout à fait, ouais. Donc, voilà, pas tomber dans le piège non plus. Et avec cette Toussaint, c'est un peu pareil. Oui, c'est un beau moment parce que, voilà, c'est la Toussaint. Mais il faut aussi en parler hors Toussaint. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, à la Toussaint, c'est vraiment, on met justement les défunts, enfin, c'est leur rendre hommage, voilà, mais c'est déjà tard, enfin, c'est trop tard au final. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé, pour les auditeurs, les auditrices, moi, j'ai fait les deux. J'ai fait le jeu à la maison, j'ai été testeuse du jeu avec ma famille. Et ma cadette de 11 ans, on a tiré une carte, est-ce que vous pensez à la mort? Et elle nous a dit, ah mais moi j'ai 11 ans, je pense pas à la mort. Donc on a trouvé ça génial, parce que elle était prête à en discuter, à en parler sans problème. Mais nous, c'est pas un sujet tabou chez nous, donc c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est un sujet tabou. Il y a énormément de familles aussi où des fois on ne sait pas quelles sont les volontés de nos parents, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Ça, moi dans ma famille, on est hyper open sur le sujet, donc nous on sait quelles sont les volontés de nos parents, les uns les autres, enfin soit mes parents ou moi avec mon mari, voilà. Mon mari, il voudra un système un peu de compostage, mais ça n'existe pas. C'est pas encore. Ça n'existe pas en France. Ouais, en France, c'est un peu juste encore. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est un sujet qui est ouvert, nous, à la maison, et c'était sympa. Et on l'a pratiqué aussi plutôt en café mortel. Et c'est vrai qu'en fait, il y a tellement de choses à dire. Et on a envie de rebondir sur ce que les autres ont partagé. Et, après, c'est vrai que le jeu, il a 42 cartes questions en tout. Lors d'un café mortel qu'on va faire, on ne va jamais traiter les 42 questions. Alors, après, ça va dépendre aussi combien vraiment on est. Mais moi, pour le jeu, je recommande de ne pas être plus que 8. Déjà, 8, si on s'écoute chacun et qu'on parle et qu'on dit un petit peu ce qu'on a besoin de dire, ça fait déjà pas mal. Et même à 8, voilà, les 42 cartes questions, elles ne partent pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, je sais qu'il y a des catégories, moi je me rappelle, j'en ai quelques-unes en tête, mais je vais te laisser nous les redonner. Alors que je me rappelle bien, parce qu'après c'est vrai que je m'embrouille un peu, il y a la catégorie intime, en fait c'est des questions qui portent à ce qu'on croit vraiment, de façon intime. Il y a les croyances, puisque je pense que quand même les croyances, ça peut quand même jouer un peu sur justement cette vision qu'on a de la mort et tout ça. Il y a l'anticipation, donc plus sur justement est-ce qu'on a pensé à faire des directives anticipées, est-ce que deuil animalier. Deuil animalier, puisque donc ça me paraissait très important de traiter aussi cet aspect-là. Je précise aussi pour cette notion-là que je suis en train de travailler sur une version complète. D'accord. Qui sortira pas tout de suite parce que voilà, il y a pas mal de boulot, mais en tout cas voilà, on est dessus.
Deuil animalier, la mort au travail, c'est une série que j'ai rajoutée après, mais qui fait partie maintenant de la version de base. Oui. Pour les personnes qui, dans leur travail, vivent la mort tous les jours. Oui. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu aussi moi-même, parce que en tant qu'infirmière, j'ai vu quand même pas mal de choses. C'est pas pareil. Oui, et puis il y a aussi des fois des deuils même dans le monde de l'entreprise, pas que dans le domaine hospitalier ou les EHPAD. Voilà, il m'en manque 2. Le mieux, c'est que vous découvriez le jeu. Je vous partagerai le lien, c'est découvrir le jeu. Et voilà. En tout cas, il y a 7 séries de 6 questions. Le principe, si on résume vraiment, c'est que vous allez tirer au sort et en fait une carte. Il y a une petite notice dedans, mais bon, c'est pas bien complexe. L'idée, c'est surtout de tirer au sort une question, de répondre chacun. De laisser le temps à chacun de répondre ce qu'il veut. Donc il y a une carte bâton de parole dans le jeu pour qu'une personne seulement parle et les autres écoutent. Il y a des cartes après pour parler, quand on veut parler, on sort la carte. Et puis ce qui est important, c'est que ce soit en café mortel, en présentiel, ou quand vous le faites chez vous avec le jeu de cartes, il n'est jamais obligatoire de parler. Vous pouvez très bien être présent et ne pas parler pendant toute la durée du jeu. On ne vous obligera jamais à parler. Vous pouvez être là et ne rien dire. C'est vrai que c'est pour ça l'idée du bâton de parole. C'est bien parce que moi, quand je l'ai fait dans ma famille, mon aînée, au début, ça a créé beaucoup d'émotions chez elle. Elle ne voulait pas parler. Puis après, au fur et à mesure... Puis nous, on a tourné ça aussi, comme le truc, comme m'a dit ma cadette. Du coup, on tourne ça un peu en dérision. Enfin, on en fait un moment après, sympa et pas un moment glauque. Il ne faut pas se dire que les cafés mortels, c'est quelque chose de glauque où on va forcément pleurer du début à la fin et ça va être morose et on est tous en noir et on est tous... certes, des fois, on pleure, je ne dis pas. Oui, bien sûr. C'est quand même des questions qui sont émouvantes des fois. Il y a des questions, Donc, certes, on va peut-être pleurer, mais on va rire aussi. Je veux dire, moi, dans tous les cafés mortels que j'ai pu faire, il y a toujours eu des rires. Toujours. Toujours. Donc voilà, faut pas voir ça comme un moment super triste, super... Donc ça, c'était et projet. Puis, juste, je précise aussi que avant la version sur les animaux, je finalise la version sur les enfants. Ah oui, tu m'en avais parlé de ça. Qui, elle, je pense, sera prête pour la fin de l'année. C'est pour ça que le deuil, du coup, des animaux passera après. Parce que, je finis d'abord cette version-là enfant, et après, Oui, parce que les enfants, en effet, ils n'ont pas les mêmes questionnements. Et puis pour moi, c'est important que les enfants puissent parler aussi. Complètement. Complètement. Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'un enfant n'est jamais trop jeune pour assister à des obsèques, pour qu'on parle de la mort avec lui. Après, bien sûr, il y a les mots que l'on adapte. Mais pour moi, il n'y a pas d'âge. Je suis complètement d'accord. Il n'est jamais trop jeune, quoi. Non, puis ça reste un espèce de non-dit ou je dirais même que c'est même... moi, je pense que s'il y a autant d'adultes qui ont peur de la mort, c'est peut-être parce qu'enfant, justement, on leur a fait croire que la mort, c'était si terrible. C'était si... il fallait pas en parler, il fallait la cacher. C'est ça, il fallait la cacher, Donc, comment veux-tu que les adultes, que les enfants, une fois adultes, n'aient pas peur de la mort? Moi, ça me paraît logique. Oui, tout à fait, complètement. Donc ça, c'était projet actuel. Et j'ai une question, un peu question de coach. Si tu devais recommencer après ta carrière d'infirmière, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je pense que je ne ferais pas de choses vraiment différentes en soi. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est prendre conscience de tout ça plus tôt. Après, je pense que la relation à l'autre, la relation d'aide, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Je pense pas que j'aurais changé grand-chose. Oui, tu disais en plus tout à l'heure que tu t'es beaucoup nourrie aussi de tes expériences. Oui, je sais que, bon là, sur le deuil, la mort, c'est vrai que j'ai eu des deuils aussi moi-même, dont un très, très récent. Et c'est là aussi que je me rends compte que le deuil, c'est vraiment jamais pareil. Quand j'ai perdu mon frère il y a 5 ans,
je l'ai pas du tout vécu de la même façon que quand j'ai perdu ma sœur là il y a un mois. Voilà, et ça c'est une notion que je fais beaucoup passer dans mes accompagnements au deuil, c'est que chaque deuil vraiment va être unique. Je crois il doit y avoir 8 milliards de façons de traverser un deuil, quoi. Donc ça, je me rends compte un petit peu de tout ça, enfin beaucoup de tout ça, et puis je me rends compte, voilà, oui, peut-être de choses qui m'auraient peut-être choquée il y a 20-30 ans. Là, par exemple, pour les obsèques de ma sœur, j'ai un de mes frères qui n'est pas venu pour les obsèques. Okay. Il avait ses propres raisons, non pas qu'ils étaient fâchés, mais au niveau de l'émotionnel. Voilà, il ne pouvait pas venir. C'était trop difficile. Ça, je pense qu'il y a 30 ans, ça m'aurait sûrement choquée. Je me serais dit, quand même, c'est quand même ta sœur. Ouais. Là, vraiment, pleinement, je lui ai dit, mais il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire, tu ne mesures pas la douleur que tu ressens au fait d'être présent ou pas, au fait de pleurer ou pas. Il y a des gens qui ne pleureront pas. Oui, bien sûr. Moi, c'est vrai que je suis convaincue que pleurer, ça peut faire du bien, parce que justement, ça libère, voilà. Mais pour autant, il y a des gens qui n'auront pas besoin de pleurer. Et c'est là qu'on voit que voilà, il y a vraiment plein de façons de traverser son deuil. Et ça, voilà, c'est des choses que j'apprends aussi. Et du coup, c'est vrai que toutes ces expériences que j'ai eues de deuil, même au niveau professionnel, c'est ce qui a nourri en fait ce que j'ai fait au niveau du jeu, au niveau du livre. Voilà. Donc tout ça, ça me nourrit. Et puis aussi au niveau du deuil, c'est sûr que en fait, dans ton histoire à toi, en fait, entre les deuils, tu changes aussi. Bien sûr. Donc parce que les deuils viennent aussi nous apprendre des choses des fois sur nous, et le temps passe. Après, je dirais que parler de la mort de façon comme ça, libre, parler du deuil et tout ça, ça ne protège pas, bien sûr, de la douleur de perdre quelqu'un. Là, c'est vrai que ma sœur, j'ai passé quelques jours très très mal, parce que voilà, ça ne protège pas. Bien sûr. Mais tout ça, c'est vrai que je m'en sers aussi pour rebondir après derrière. Oui, c'est ça. Tu sais qu'il y a des outils, tu sais qu'il y a des espaces où les mots peuvent être déposés. Je suis d'ailleurs en train de me poser la question, c'est quelque chose que je n'avais pas encore pensé, mais en fait, quand elle est morte, ma sœur, j'ai appris ça le jeudi, et son enterrement, c'était le jeudi d'après. Donc il y avait quand même une semaine où on est dans un espace-temps qui... Oui. Qui est un petit peu bizarre. Voilà, qui est un peu bizarre. Je savais qu'elle était morte. J'avais pas de mal à le comprendre, mais je l'avais pas encore vue. En plus, c'est à 300 km de chez moi. Oui, c'est pas juste à côté. Donc on est dans cet espace-temps, voilà, qui est un peu... Et du coup, pendant ces 7 jours, j'ai écrit. J'ai fait comme une mini-nouvelle, en fait. Et en fait, ça, je voulais le garder pour moi. Et en fait, je me pose de plus en plus la question que je le publie. C'est court, hein, c'est une mini-nouvelle, il y a, je sais pas, peut-être 30 pages. Enfin, c'est assez court. En tout cas, c'est l'écriture et la création pour toi sont des outils vraiment de libération. Oui, pleinement. De toute façon, moi, dans les accompagnements que je propose, c'est vraiment la libération des émotions par la danse, enfin par le mouvement en tout cas. C'est pas vraiment la danse non plus, mais par le danse-mouvement, mouvement. Et par tout ce qui est de la créativité. Oui, tu parlais d'art-thérapie tout à l'heure aussi. De l'écriture, dessin, peinture, voilà. Quel conseil tu pourrais donner aux multipotentiels comme toi, aux personnes qui ont plein de casquettes? T'en as parlé un petit peu tout à l'heure, où toi, tu n'avais pas envie de choisir. Peut-être, je dirais déjà de faire la différence entre ce qu'on veut faire au niveau professionnel et personnel. Ça, donc j'en ai parlé un petit peu. Je pense que j'aurais compris ça plus tôt, ça aurait été mieux aussi. Donc voilà. Après, peut-être de pas se limiter à ce que la société nous renvoie. Si on rentre pas dans une case, c'est bien aussi. Et il y a des gens même qui recherchent des gens qui ne rentrent pas dans les cases. Ouais. Et puis suivre, je dirais, en tout cas moi c'est ce que je fais, je suis en fait ce qui me fait vibrer. C'est pour ça aussi que je fonctionne, comme je te disais, un peu par cycle,
parce qu'il y a des choses qui me font vibrer maintenant, qui me feront plus vibrer autant dans 3 ans. Et ça, je peux pas savoir d'avance. C'est comme on le disait, c'est au gré aussi de ce que je vis aussi. Ça, Donc peut-être de se faire confiance et de se faire confiance, peut-être. Ok. Merci beaucoup à toi, Rachel, pour tous tes partages. Je suis ravie. Aussi, je suis ravie que ça permette aussi aux auditeurs et auditrices de découvrir les cafés mortels. Parce que c'est vrai que le nom, comme ça, la première fois que tu m'as dit café mortel, qu'est-ce que c'est? Faut se procurer ton livre, en fait. C'est très bien expliqué. Belles expériences dedans. Moi, j'ai pleuré. Il est disponible en version papier, en version e-book et en version PDF. Ok, de toute façon, je mettrai tout ça. Tout est sur un lien. Je te donnerai super. le lien. Tout est dessus. Voilà, et moi, je mettrai tout en description de l'épisode. Merci beaucoup, Rachel. Merci à toi.